Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de nous arrêter sur un bâtiment assez imposant de la ville qui est le couvent des Ursulines, voilà. Beaucoup plus aujourd'hui connu sous le nom de Maison Saint-Hervé, hein. C'est lui qui se trouve rive droite. Hein, on le voit très très bien lorsqu'on vient par la route de Port-Louis le long du Blavet, hein, au-delà par-delà la rivière, hein. C'est ce gros bâtiment blanc du XVIIe siècle. Alors, le XVIIe siècle, c'est aussi le, le siècle de l'installation de ces religieuses. Le, la compagnie de Sainte-Ursule a été fondée en Italie par Angela Merici, hein, au milieu du XVIe siècle, hein, dans les années 1554. Hein, l'autorisation est accordée par le pape Paul III et ce sont des religieuses qui ont pour vocation l'éducation des jeunes filles, donc elles ont un travail d'enseignement, hein, ces religieuses. Elles accueillent très souvent jeunes femmes de l'aristocratie, mais également aussi des bourgeois et des marchands assez aisés qui vont placer une de leurs filles à l'intérieur de cet établissement. À Hennebont, le projet d'installer un couvent d'Ursulines émerge dans les années 1630, hein, sous l'impulsion de Jean de la Cour, qui est recteur du collège jésuite de Vannes. Il va demander à un dénommé Jean de la Motte et également à Vincent Huby, hein, dont on connaît le nom à Hennebont, on aura l'occasion d'en reparler, eh bien de réfléchir à cette installation. C'est en 1641 que l'évêque de Vannes, hein, Sébastien de Rosmadec, autorise la constitution de ce couvent et on va demander aux Ursulines de Plohermel d'envoyer des religieuses pour créer cette antenne hennebontaise, si l'on peut dire. Hein, ce sera fait en 1641, notamment ces trois religieuses. Ces religieuses sont menées par Madame Jeanne Trochet. Ils vont tout d'abord s'installer dans la ville close pour finalement demander l'autorisation d'occuper l'ancien prieuré Notre-Dame de Kerguelen, donc qui se trouvait à l'endroit où se trouve aujourd'hui le couvent des Ursulines. On a d'ailleurs, hein, il semblerait qu'on ait des traces de ce couvent, de ce monastère assez ancien, puisqu'il est fondé au tout début du XIIIe siècle et qu'il est, on l'a dit, sous l'autorité du monastère Sainte-Melaine à Rennes. Et donc elle demande autorisation de s'installer à cet endroit-là, ce qui leur est accordé. Hein, ça ira même plus loin, puisque suite à une autorisation royale, elles pourront y demeurer de façon, on va dire, permanente, tout en versant une rente de 30 livres aux religieux de Saint-Melaine à Rennes. Donc elles font construire, hein, ce bâtiment-là, hein, sous la direction d'une religieuse. La, la, le chantier dure 6 années. On a donc un bâtiment de forme carrée avec une cour centrale, hein, qui est bordée d'un cloître, hein, c'est-à-dire cette espèce de préau dont aujourd'hui il reste des vestiges. On en a juste une partie, hein, la partie est qui fonctionne effectivement comme un cloître, hein, c'est-à-dire une espèce de galerie couverte qui ouvre d'un côté sur l'extérieur et de l'autre sur qui distribue les différents bâtiments. Aujourd'hui, le cloître est vitré, son niveau de sol est un petit peu plus bas que le niveau extérieur. Hein. On peut imaginer que le niveau de sol extérieur a monté. Vous aviez également sur ce bâtiment-là, hein, la présence d'une église et un autre bâtiment qui vont disparaître au XIXe siècle. Néanmoins, ils sont très visibles sur le cadastre 1835. Lorsqu'on regarde les parcelles, on voit très clairement la coupure qui a été, les tracés au sol de ces bâtiments-là. Le cloître, au centre, vous aviez traditionnellement au milieu une fontaine, et c'est un espace, comme son nom l'indique, hein, qui n'est pas du tout ouvert sur l'extérieur. La seule ouverture, c'est celle qui ouvre vers le ciel, hein, façon de montrer que la seule issue, le seul regard que les religieuses peuvent porter, c'est vers la demeure de Dieu. On a aussi l'organisation d'un bâtiment assez
assez régulière, assez symétrique, avec différents niveaux, où on va retrouver un jeu de fenêtres qui alterne avec les cellules, et jusqu'au dernier niveau, où on va trouver des lucarnes qui ouvrent dans la toiture. On a des parallèles extrêmement intéressants sur le plan architectural avec d'autres bâtiments que l'on peut trouver à peu près de la même époque dans la ville, des bâtiments civils, notamment avec ce qui est le décor de corniche, qui fait des petits, comme si des petites poutrelles qui viennent maintenir la partie basse de la toiture, qui sont assez proches de ce qu'on peut trouver. Alors pour un bâtiment plus ancien, à l'hôtel L'Ermite, dont on a déjà parlé, qui se trouve en vieille ville, mais qu'on va retrouver également du côté de Notre-Dame-de-Paradis. Je pense notamment à l'hôtel Saint-Georges, ou encore l'hôtel de Quérette, ou l'hôtel Dondel. L'hôtel Dondel, c'est l'actuel Cresquer. Donc on va avoir un bâtiment avec une architecture massive extrêmement importante du côté du Blavet, de la rivière, puisqu'il est posé sur le coteau et il surplombe le Blavet, ce qui donne une perspective assez impressionnante lorsqu'on le voit du côté de la route de Port-Louis, mais bâtiment qui sera avec le temps amputé de son église et de son aile. Il ne reste quasiment plus aucune trace, si ce n'est un fragment de ce qui était sans doute la grande fenêtre au-dessus de la porte principale de l'église, qui s'est retrouvée comme bizarrement intégrée dans un petit bâtiment indépendant sur le côté. Concernant cette période d'avant la Révolution française, on a la chance de conserver aux archives départementales du Morbihan un dossier avec des éléments assez intéressants. On a notamment le registre des sépultures des religieuses pour la grande partie du XVIIIe siècle, notamment la deuxième moitié, de 1764 à 1789. Ça fait à peu près une trentaine de religieuses qui sont mentionnées, et qui sont des documents extrêmement intéressants, puisqu'on a leur âge d'entrée en religion. Alors ça va de 16 jusqu'à 65 ans. On a leur âge de décès, donc on peut se rendre compte que la moyenne d'âge d'une religieuse ursuline était autour de 62 ans. On a également les emplacements de leur sépulture. Ça, c'est assez intéressant, puisque notamment sur le plan archéologique, on sait qu'elles sont ensevelies dans le cloître, et on a leur localisation qui est parfois mentionnée de façon précise, 5e arcade près de la cuisine, 4e arcade du côté du réfectoire, etc. Donc des indications qui peuvent être précieuses en cas de regard archéologique porté sur ce bâtiment. On conserve également un document intéressant qui date de 1782. Il s'agit d'un contrat de dot qui est passé devant notaire, et qui est le contrat pour l'accueil comme dame de cœur d'une jeune femme qui s'appelle Marie-Françoise Carour, qui est rentrée comme novice, et puis elle est orpheline, elle est sous la tutelle de ses oncles, et elle a manifesté le désir de pouvoir devenir dame de cœur, et donc on règle cette entrée définitive en religion, et on fait apparaître une dot qui est un montant extrêmement assez important, puisqu'il s'agit de 6 000 livres, et sur ces 6 000 livres, il y en a 2 000 qui sont exclusivement réservés à assurer la vie de cette religieuse. Évidemment, toute cette histoire-là va être bouleversée avec la Révolution française, qui va complètement reconfigurer l'ordre social, et donc cet ordre religieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause ici, et puis on fera une deuxième partie sur l'histoire des Ursulines après la Révolution française. Je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des histoires des Ursulines. Au revoir.